En 2010, Steven Moffat et Mark Gatiss présentent sur la BBC une nouvelle série, adaptée des romans de Sir Arthur Conan Doyle, son nom, Sherlock. Une nouvelle adaptation du détective, cette fois transposée à notre époque, et avec à l'affiche Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Le succès est immédiat, au plaisir des créateurs, tous deux fans de Sherlock Holmes et ses dérivés cinématographiques, en particulier le film de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes, ainsi que la série de films de Nigel Bruce. C'est à partir de ce qui a déjà été fait et en proposant leurs propres pattes que naît la série Sherlock, présentant toujours le détective et son fidèle ami le Dr Watson, fidèle à l'idée de base de l'écrivain. Montrer la naissance d'une amitié improbable de deux personnes que tout semble séparer dans des aventures improbables. Il était une fois le détective privé le plus célèbre au monde. Il était une fois Sherlock Holmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de la construction de la série, de ses personnages, de ses inspirations, etc., je sais que vous connaissez tous le personnage de Sherlock Holmes, mais revenons un peu sur le détective privé le plus connu de l'histoire, ça fait toujours plaisir. Créé par Sir Arthur Conan Doyle, le personnage de Sherlock Holmes apparaît pour la toute première fois en 1887 dans Une étude en rouge, et connaît déjà un très grand succès qui donnera lieu à 3 autres romans et pas moins de 56 nouvelles en quelques dizaines d'années. Mais alors pourquoi ce succès ? Au fond, Sherlock n'est pas le premier détective de la littérature, mais c'est le premier à avoir eu tant de succès, construisant en même temps un archétype. Il a repris le profil de ses prédécesseurs, tout en l'enrichissant, et est devenu une référence de la littérature policière. Après Sherlock, l'image du détective pour tout le monde, c'est évidemment le manteau, la pipe et les déductions folles. Et pour créer ce personnage, Conan Doyle a comme première inspiration lui-même. Car selon lui, sa manière de voir les choses, d'analyser les gens, etc., ressemble énormément à celle de Holmes. Et c'est ce qui marche super bien avec le personnage de Sherlock. Déjà que Conan Doyle joue beaucoup sur l'existence ou non du détective. C'est d'ailleurs quelque chose que reprendra beaucoup la série en créant des faux blogs, des faux sites et en les alimentant à chaque fois qu'un épisode sort. Les nouvelles sont publiées, comme souvent à l'époque, de manière segmentée dans des magazines. Ainsi, notre auteur va avoir une idée géniale. Écrire des nouvelles sans importance chronologique pour que tous puissent lire les histoires sans perdre le fil, n'importe où et dans n'importe quel ordre, sans rien rater. Steven Moffat, l'un des deux créateurs de Sherlock, évoquera même la ressemblance avec le feuilleton télé avant l'heure. C'est le premier auteur à avoir créé, je cite, des romans qui étaient en fait des nouvelles en série. Elles sont autonomes et non en lien que leurs personnages principaux. Le souci, c'est que Conan Doyle ne considérait pas vraiment Sherlock comme son œuvre phare. Au contraire, il ne voulait pas que les gens se souviennent de lui pour ça. C'est pour ça qu'il a volontairement mis fin à la série en tuant son personnage principal dans Le Dernier Problème. Mais comme tout bon créateur qui se respecte, le j'arrête ne dure pas très longtemps. Never Say Never Again, comme 007, et évidemment, 8 ans plus tard parut Le Chien des Baskerville, best-seller international, devenant la plus célèbre aventure de Sherlock Holmes. Et alors qu'il prétendait détester Sherlock Holmes, il se remet à écrire des histoires, parce que sûrement, comme dirait Moffat, en tant qu'écrivain de renom quand même à l'époque, il se détestait d'aimer autant ces histoires qui étaient un peu jugées comme un simple divertissement. Revenons sur le physique et la tenue bien connue de Sherlock, qui ne date pas des premiers romans. En réalité, ce sont les illustrations, le présentant beau, charismatique, et évidemment arborant sa casquette de chasseur, devenant un réel symbole du personnage, qui créèrent tout ça. De même, la phrase élémentaire « Mon cher Watson » vient quant à elle d'une adaptation théâtrale du début 20e par William Gillette. Parce que oui, Sherlock Holmes est un personnage qui a énormément grandi au travers de ses adaptations. Chaque adaptation de Sherlock Holmes, ou presque, a apporté des détails au personnage qu'on pense aujourd'hui sortis des livres, mais en fait pas du tout. Et plus les années vont passer, plus les adaptations cinématographiques de Sherlock vont voir le jour. La première adaptation du roman des Baskerville date de 1939 par exemple. C'est intéressant parce que c'est à partir de cette adaptation que les adaptations qui suivront se dérouleront systématiquement dans les années 40
et non à l'époque victorienne des livres. Parmi toutes ces adaptations, c'est principalement La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder qui inspirera la série Sherlock, notamment dans l'ambiguïté homosexuelle et surtout dans l'importance du personnage de Mycroft. Et donc, si toutes les adaptations, ou presque, ont apporté quelque chose au personnage, parlons évidemment de notre série anglaise favorite. Qu'est-ce que Sherlock a apporté au personnage de Sherlock? On en parle tout de suite. S'il y a une chose évidente que la série a apporté à Sherlock, eh bien c'est la modernisation, l'adaptation à notre époque, et c'était le but premier des scénaristes. Mark Gatiss et Steven Moffat, qui sont deux bons amis, décident, en partant de cette base, de créer une nouvelle adaptation du roman. La femme de Moffat, Sue Vertue, productrice depuis des années, va elle aussi rentrer dans le projet grâce à la passion de son mari et de son ami. Alors qu'elle n'aime pas forcément les enquêtes de Sherlock, ce qui la passionne, c'est l'idée des deux de vouloir faire une série sur un détective privé et surtout sur sa vie privée, et pas une série policière ne parlant que peu du personnage principal. Et c'est ce qui est super intéressant dans la série, sans compter tout ce qui a dû être repensé pour coller à notre ère. La pipe, les cigarettes, le blog, le journal. Les télégrammes sont devenus des SMS, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Dans le livre, il y a très peu de descriptions, parce que c'était le quotidien de tout le monde à l'époque. Donc aujourd'hui, moderniser Sherlock Holmes n'est pas si dramatique, surtout quand on pense qu'il a déjà été modernisé dans les années 40. C'est une œuvre qui est globalement faite pour coller à son ère, qu'importe les adaptations. Après, il y a quelques trucs qui ont été assez durs à moderniser en réalité, par exemple la façon dont les personnages se parlent. Dans les romans, les personnages s'appellent Dr. Watson, Holmes. Personne ne va dire John Sherlock. Mais c'est bizarre de faire une série moderne avec un Holmes qui appelle John Dr. Watson. Peut-être que ça en a fait crier beaucoup, car c'est très familier et ce n'a pas la plume de l'époque, mais au fond ça colle hyper bien à la série. On présente Sherlock dans son humanité et on rentre dans sa vie privée. Donc qu'il côtoie John comme son égal et qu'il s'appelle John et Sherlock est parfaitement logique. Le projet a été très vite accepté par la BBC pour deux raisons principales. Déjà Sherlock Holmes, on met Sherlock Holmes sur le nom d'une série, c'est déjà très vendeur. Et en plus le fait qu'elle soit moderne, c'est moins enquiquinant, on se le cache pas. Ainsi, le 19 décembre 2008, la BBC annonce la sortie de Sherlock, qui sera tournée en janvier 2009 sur la North Gower Street et en studio au Pays de Galles. Les idées de décors fusent dans tous les coins. Évidemment, il faut penser au 221B Baker Street, l'adresse bien connue de Sherlock, qui dans la série n'a pas tant été modernisée. La tapisserie étant d'un goût assez jugeable, si bien que même sur le plateau, on se demanda si c'était vraiment une bonne idée. Coup de chance, après la sortie de la première saison, cette tapisserie deviendra une marque de la série, reprise partout depuis sa diffusion. Au passage, la façon dont Mark Gatiss et Steven Moffat ont créé l'appartement est super ingénieuse. Si vous regardez bien l'évolution de l'appartement par rapport à l'évolution des personnages, vous verrez que l'appartement est une continuité de leur personnalité. Il est fouillis, mais sans être sordide. Et quand vous voyez au début le bazar que c'est et à la fin comment il est rangé, c'est assez surprenant. Et là je parle bien des deux personnages, car ça montre l'évolution du mental de Sherlock, mais aussi beaucoup de John. Car on l'a déjà dit, la série se porte beaucoup sur John Watson en réalité, et en particulier dans son amitié avec Sherlock. Pour le rôle de Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch est tout de suite repéré par Moffat et sa femme pour sa prestation dans Reviens-moi. Par chance, Gatiss connaissait Benedict et l'a fait venir pour une audition, et le résultat est unanime. Aucun acteur ne pourrait plus être leur Sherlock que lui. Peu de gens connaissaient Benedict Cumberbatch à l'époque, vous le savez sûrement, c'est grâce à la série qu'il est devenu aussi célèbre. Mais ce n'était pas forcément gagné, car Benedict Cumberbatch n'est pas un énorme fan de Sherlock Holmes à la base, et en plus, vu les autres adaptations qu'il y a eu, il ne pensait pas faire mieux que ses prédécesseurs. C'est vraiment en lisant le scénario et en voyant tout ce que la série apportait au personnage de Sherlock Holmes et sa relation avec John qu'il a accepté. Il s'inspira alors du jeu de Brett pour créer son personnage. Le chapeau est abandonné et les cheveux bouclés sont adoptés, au grand désarroi de l'acteur qui préférait largement les cheveux gominés. Mais c'est dans cette idée
que naît le personnage de Sherlock, arrogant, glaçant, insolent et drôle. Il est séduisant quand même, il s'aime, et tout en étant étrange, il semble toujours à l'aise et nous est sympathique. C'est là la force du personnage. Trouver Watson était un peu plus compliqué. Il y a eu plusieurs auditions, et ce n'est que lorsque Martin Freeman se retrouve à côté de Benedict que le choix est fait. Ça marche à merveille. L'opposition grand et petit crée un très bon contraste déjà existant dans l'animé Sherlock Holmes au passage. Mais plus que ça, dans le choix des acteurs, le contraste est encore plus présent. Martin est un monsieur tout-le-monde qui colle parfaitement. Benedict, rien que son visage, bien que familier aujourd'hui, est étrange et se remarque. Pareil, Martin Freeman fut assez sceptique à l'idée de jouer John Watson. Déjà parce qu'il pensait que ça allait être une redite de toutes les autres adaptations, mais en plus que peut-être la série allait être un peu prétentieuse. Mais de la même manière, il est conquis par le scénario. Comme je l'ai déjà dit, la série met beaucoup le personnage de Watson en avant, ce qui n'est pas du tout le cas dans les romans où il est simplement narrateur. Ici, l'ambition c'était de rendre John égal à Sherlock, et que ce soit pas juste une voix off. Et ça marche. John, monsieur tout-le-monde, est au fond aussi fou que Sherlock. Il donne l'impression d'avoir l'air sain et répète à Sherlock que c'est lui qui a un problème, mais en réalité, il est pareil à sa manière, recherchant à tout prix l'adrénaline, comme le remarque Mycroft. C'est drôle parce qu'il passe souvent pour un idiot à côté de Sherlock, mais comme c'est un militaire, il est habitué aux ordres et à être plus derrière. Ça aurait pu juste être un guignol en arrière-plan, comme dans beaucoup d'adaptations, mais ici, il assure une vie, une cohérence et une normalité dans tout ça. Le spectateur s'identifie et arrive à comprendre Sherlock à travers lui. Il devient tout de suite plus supportable. Watson joue complètement le rôle du spectateur. Sherlock a besoin de lui, car comme il le dit si bien, tout génie a besoin d'un public. Au départ, la première saison devait avoir 6 épisodes qui devaient chacun durer 1 heure. Les retours lors de la première projection du pilote, Une étude en rose, étaient très convaincants. Les gens adoraient la relation entre John et Sherlock et la modernisation de la série ne semblait choquer personne. Il n'y avait que la BBC qui était un peu sceptique sur le personnage de Sherlock, car peut-être pour eux trop antipathique et trop froid. Ils avaient peur que les gens suivent pas forcément un personnage qu'ils n'aimaient pas. Pourtant, et sûrement à cause du personnage de Watson qui contrebalance cet effet, eh ben ça passe plutôt bien et la BBC est très content, et au lieu de faire une saison de 6 épisodes, ils commandent à Moffat et Gatiss une saison de 3 épisodes, mais d'1h30. Évidemment, les créateurs sont super contents car leur série va devenir une mini-série ou une suite de téléfilms, donc l'audience va être plus grande, le budget plus grand, et pareil pour l'équipe. Paul McGuigan a donc réalisé la plupart des épisodes de Sherlock et a donné pas mal d'idées de réalisation. Pour exemple, c'est lui qui a eu l'idée des SMS et des pensées de Sherlock qui flottent dans l'air. Et Steve Loves, le directeur de la photo de la série, a vraiment réussi à donner une vraie personnalité à ses écritures. On a l'impression que c'est des personnages à eux-mêmes et c'est parfois des éléments comiques. Et donc, la première saison prend forme, et contrairement aux autres adaptations, le premier épisode présente vraiment le début de la relation entre les deux personnages, leur rencontre et leur emménagement. Normalement, ils se connaissent déjà au début des autres œuvres, mais ici on voit vraiment leur avancement à travers cette première saison, ce qui s'étendra à toute la série. Ils grandissent ensemble. Rien qu'à la fin du premier épisode, où John sauve la vie de Sherlock, leur relation franchit un cap. C'est le moment crucial du début, plus que leur première rencontre. À partir de là, Sherlock sait qu'il peut compter sur John, et cela pour toujours. Mais plus que la relation entre les deux personnages, les créateurs veulent surtout que leur série soit rythmée, qu'elle soit le plus vivante possible, quitte à se lâcher sur les idées, des courses-poursuites, du cirque, des combats de sabres, enfin, même si c'est improbable, tout ce qui peut rendre la série vivante. Le deuxième épisode a beaucoup de ça. Le scénariste, Steve Thompson, s'est beaucoup inspiré de la nouvelle Les Danseurs, du recueil Le Retour de Sherlock Holmes pour faire cet épisode et a beaucoup apporté au style de la série. Mais en plus de toute cette folie, ces combats, ces courses dans Londres impressionnantes, ce qui fait l'admiration du spectateur, c'est évidemment les déductions de Sherlock, imaginées par toute l'équipe, dans la bonne humeur, afin qu'elles soient claires, probables surtout, et fantastiques. Charles Phillips, qui fut le monteur principal de la série, travaillait au fil du tournage sur les rushs et avait un travail assez colossal. Le but est de montrer ce qui se passe dans la tête du détective,
Car, comme dit précédemment, c'est l'intellect de Sherlock qui scotche le spectateur. Dès le premier épisode, la scène sûrement la plus marquante étant la course-poursuite dans Londres, demandant énormément de travail au monteur au passage. Mais finalement, c'est tellement plaisant de voir Sherlock en action que le travail a vraiment été récompensé. Finissons cette première saison en parlant d'un rôle dont on n'a pas vraiment parlé. Eh bien oui, la production est bien avancée et il manque un acteur à définir, c'est évidemment celui de Moriarty. Vu le ton de la série, les créateurs se sont vite dit que faire un vieux Moriarty, proche du roman, sérieux, etc., aurait été en décalage total. Mais Sherlock devait quand même avoir une admiration pour lui, une relation presque homosexuelle, platonique entre les deux personnages nés alors. L'idée c'est que le spectateur se demande durant toute la première saison qui est Moriarty. Et Andrew Scott, l'acteur qui fut retenu, participe grandement à tout ça. Il interprète le personnage avec brio, mystérieux et proche à la fois, ce qui selon lui plairait au public. Pourtant, c'est le personnage qui crée le plus de débats parmi les fans, beaucoup ne le trouvant pas à leur goût. Mais Gatiss et Moffat restèrent dans leur idée du personnage, un Jim propre sur lui, fougueux, sexualisé, et surtout, au contraire de Sherlock et John qui gagnent en profondeur dans cette adaptation, Moriarty lui reste en retrait, et on ne sait au final rien de lui, vu qu'on ne le voit que très peu. L'apparence d'un individu ne reflète pas toujours ce qu'il est à l'intérieur, et c'est le parfait message du personnage de Jim. Il a l'air si gentil, comme dirait la vieille dame dans l'épisode 3, mais en sa présence, personne ne peut baisser sa garde. Donc voilà, les personnages sont présentés, le cliffhanger le plus frustrant de toute série TV confondue est créé, même Game of Thrones ose pas faire ça. Et à sa sortie, la série connaît un énorme succès au bout de seulement 2 épisodes. L'épisode 3 bat des records d'audience, enfin bref, c'est parti pour une saison 2 en gros. La saison 2 arrive très vite, mais il y a beaucoup de pression dans l'équipe, car ils ne veulent pas décevoir le public, et ils veulent faire mieux que la première saison et apporter de petites nouveautés. Ces petites nouveautés, elles vont surtout se faire dans les flashbacks et dans les déductions un peu plus travaillées de Sherlock, sans parler de la réalisation qui va encore plus loin. On peut citer par exemple la scène du boomerang dans l'épisode 1. Encore une fois, le personnage de Sherlock est encore plus approfondi. Et les 3 épisodes vont amener discrètement sa chute. Si cette saison pouvait être résumée, on pourrait dire que c'est celle sur les faiblesses du détective. Il est la plupart du temps à la merci de l'autre. C'est stimulant pour le public, on apprend à connaître son côté humain aussi grâce à son frère, sur qui on en apprend un peu plus, mais c'est frustrant pour Sherlock. Dans le premier épisode, il tombe amoureux d'Irene, incarnée par Lara Pulver, et n'arrive plus à déduire quoi que ce soit. Faut dire qu'il ne tombe pas amoureux de la première venue. Irene, c'est un personnage compliqué, qu'on ne connaît pas bien, comme Moriarty. Ce n'est pas une simple manipulatrice, et c'est ce qui la rend passionnante. Elle a un côté fragile, vulnérable, et entre elle et Sherlock, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils pensent. Et c'est assez génial. Est-ce du bluff, du double bluff, du triple bluff ? Va savoir. Et son personnage contraste énormément avec les autres femmes de la série. Molly, par exemple, est un personnage très ordinaire. Petite anecdote, d'ailleurs, le personnage de Molly ne devait apparaître que dans la première saison. C'est à cause de l'alchimie entre les personnages qu'elle apparaîtra dans presque toutes les saisons, jusqu'à la fin. En fait, le personnage de Molly est un peu comme celui de John, en moins important. Elle sert de repère et d'identification pour le spectateur, surtout pour le public féminin, en fait. Car oui, cette saison est aussi marquée par l'affluence de fans sur les plateaux de tournage, portant des t-shirts Sherlock, et évidemment, qui dit fan, dit critique. Et certaines ne sont pas tendres. Comme le gros souci qu'a pu poser le personnage d'Irene, selon beaucoup, car jugé comme non adapté à la télévision tout public. Heureusement, sans suite, l'épisode 2 peut sortir tranquillement, et c'est l'adaptation tant attendue qui est pourtant pas forcément un des meilleurs épisodes de la série. On va bien sûr parler du chien des Baskerville. On disait que Sherlock envoyait de toutes les couleurs cette saison, le 2e épisode ne l'aide pas non plus beaucoup. Après avoir perdu sa capacité de déduction à cause d'une femme, il se confronte à l'irrationnel. Le détective le plus rationnel de Londres se confronte au surnaturel. Alors qu'il assure tout le monde que le chien n'existe pas, en face de la vérité, il ne peut que se relever et assumer pour faire mieux par la suite. L'épisode est d'ailleurs très loin du roman, dans lequel Holmes ne va qu'au Dartmoor tout à la fin.
C'est encore une fois Watson qui se colle tout le boulot. La raison de ce changement dans la série est simple. Les showrunners voulaient confronter Sherlock au chien, ce qui n'est pas dans les livres. Ici, Sherlock n'arrive pas comme une fleur pour donner la réponse. Non, Sherlock a peur, et c'est encore pire. Et cette perte de confiance chez Sherlock, c'est quelque chose qui va atteindre son point culminant, vous le savez, dans l'épisode 3 de cette saison. La chute du Rimsefsma, j'arrive jamais à le prononcer, je fais aucun effort, je sais. Et donc, l'épisode où la réputation de Sherlock est détruite, et là où même au sein de la police, la méfiance règne. La réticence des policiers envers Holmes est bien là depuis la saison 1 et ne s'arrêtera qu'après la saison 2. Le personnage d'Anderson en est la plus grande preuve. Jaloux de Sherlock, qui en plus ne cache pas son génie et n'hésite pas à ridiculiser le légiste. Mais la fausse mort de Sherlock va mettre fin à tout ça. Et là commence un problème majeur au niveau de la réalisation. Comment faire croire au spectateur que le héros est mort, tout en lui faisant espérer que quelque chose le sauve miraculeusement? C'est bien sûr inspiré de la fameuse mort de Sherlock dans le livre, Le Dernier Problème. C'est peut-être l'épisode le plus intéressant de la série, surtout à cause de l'intrigue Moriarty qui atteint ici son point culminant, parce que c'est peut-être l'épisode où il est le plus présent. Il est drôle, espiègle, amusé par un rien, mais ses apparitions restent très rares à ce stade de la série, et il le restera d'ailleurs encore après. C'est peut-être ça d'ailleurs qui le rend aussi intriguant et peut-être même effrayant. Je tiens à préciser qu'on parle trop rarement du jeu d'Andrew Scott, qui a complètement donné une identité incroyable au personnage de Moriarty. Son jeu enlevé, ses tentatives de rendre Jim très joyeux, pouvant danser en faisant un cambriolage, il n'a pas peur de paraître ridicule. Personne ne lui avait demandé de faire ça. Il voulait avec sa patte, sa propre interprétation du personnage, qui est à son plus haut niveau durant cet épisode. Et l'épisode sort, et vous vous en doutez bien, le sujet numéro 1 le lendemain à toutes les machines à café, c'est « Est-ce que tu crois que Sherlock est vraiment mort ou pas ?» C'est assez fou et c'est un moment mythique de la télévision britannique. Le lendemain de cet épisode, tout le monde a le mot Sherlock à la bouche. Le hashtag Sherlock Lives est publié je ne sais combien de fois sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et pour la première fois, les fans de la série vont vraiment attendre, encore un cliffhanger digne de Game of Thrones, parce que la saison 3 ne sortira que 2 ans après. Donc évidemment, pire que Jon Snow, tout le monde harcèle Benedict pour savoir le fin mot de l'histoire, est-ce que Sherlock est vraiment mort ou non. Si bien qu'en fait l'équipe est pris de court, il y a tellement de suppositions sur le retour de Sherlock, bien qu'ils ne doivent pas décevoir leur public, qu'ils ont peur que ce soit moins bien que ce qu'ils avaient pensé. En fait, à l'époque, le retour de Sherlock n'est pas clairement écrit. Il sera réécrit plusieurs fois, et au final, ce qu'on a dans l'épisode 1 de la saison 3 est un mélange de beaucoup de choses dont ont pensé les fans. Plus que ça, l'idée de créer des fausses fins autour du personnage d'Anderson et son fan club est venue des fans. Anderson et compagnie sont les fans, et leurs théories sont des vraies théories de fans trouvées sur le net. C'est un énorme clin d'œil aux spectateurs qui ont sûrement eux aussi créé ce genre de club de théorie. C'est là qu'en 2013, un corbillard passe à travers Londres qui, avec des fleurs, forme la date de sortie de la 3e saison. Elle sortira donc le 1er janvier 2014, le hashtag Sherlock Lives est toujours là, et l'engouement n'a jamais été aussi fort. Le hashtag n'est jamais autant utilisé, le blog de Watson n'est jamais autant visité, enfin bref, c'est assez fou. Mais bref, c'est la sortie de la saison 3, et si la saison 2 adaptait des histoires très connues de Holmes, celle-ci tourne autour d'affaires moins connues, et surtout du personnage de Middleton, renommé Magnusson dans la série, un des ennemis bien connus de Sherlock. Le premier épisode, Le cercueil vide, reprend quant à lui l'intrigue d'une enquête qui n'a jamais été écrite. En effet, dans les romans, Holmes parle d'une enquête qu'il aurait fait, nommée Ragéant de Sumatra, sans qu'il y ait de livre à proprement parler dessus. Eh bien, c'est l'idée de cette enquête qui est exploitée ici. Nouvelle saison et nouveau personnage, Sherlock est sauvé et rencontre Mary, je vais le prononcer à la française, la future femme de John, jouée par la femme de Martin Freeman, et qui existe aussi dans les romans, bien que beaucoup moins importante. Et là, il y a 2 drames. Dans les livres, lorsque Sherlock revient, eh bien Watson s'en fout un petit peu, il accepte ça comme une lettre à la poste. D'un côté, il faut dire que Watson, dans les autres adaptations, je l'ai déjà dit, mais il n'est pas très fin.
Mais dans la série où John est tellement proche de Sherlock, il fallait trouver un moyen pour que ce soit logique. Si dans la saison 2 c'est Sherlock qui envoyait de toutes les couleurs, ici c'est surtout Watson qui va un peu déchanter. Bon, enfin ça c'est un problème, ça se règle avec l'écriture. Le plus gros problème c'est surtout, vous le savez, le nombre de fangirls de Sherlock, et donc de Benedict. Vous le savez, je ne vais rien vous apprendre. Souvent, les filles, quand elles regardent Sherlock, eh bien, elles ship, comme on dit dans le langage courant, John Locke. Si vous n'avez pas compris, je vais le faire en vocabulaire français normal, en dehors des fandoms. Donc quand je dis les Cumberbatch qui chip John Locke, ça veut juste dire les fans de Sherlock qui ont envie de voir John et Sherlock ensemble. C'est plus simple, mais on aime bien avoir un vocabulaire un petit peu bizarre. En fait, les showrunners avaient très peur, quand ils ont écrit cette saison, de la réaction des fans et de perdre de l'audience à cause de ça. Ça aurait pu, mais fort heureusement, il n'en est rien. Même s'il y a pas mal de gens qui aiment pas Mary, c'est pas forcément à cause de ça, et les gens continuent à chipper John Locke. Normal. Donc on va même aller plus loin dans la relation entre John et Mary, et le mariage a lieu dans le 2e épisode, moment logique pour faire le mariage de John selon les scénaristes. Mary est la seule chose que John ait trouvée pour se remettre de la perte de son ami, et là bim, Sherlock revient foutre le bordel. John doit être ravi. Mais pour Sherlock, l'évolution n'est toujours pas finie. Au contraire, le passage du discours montre vraiment bien à quel point il est devenu plus sociable. Et comme dans chaque saison, le 2e épisode est le plus soft. L'entremet assez comique, ici avant d'attaquer la phase finale. La confrontation avec le maître chanteur, Charles Magnussen, supérieur à Sherlock en tout point au premier abord, de l'intelligence au costume. Mania des médias, connaissant tout sur tout le monde, il est proche de Sherlock dans cette histoire de palais mental avec le fameux Appledore. Magnussen est un personnage froid qui en impose au premier regard, sûrement un Moriarty dont beaucoup auraient rêvé. Mais en réalité, la vraie star de cette saison, c'est bien Mary. Elle se marie avec John, on apprend des choses sur son passé, elle nous fait découvrir une facette de la personnalité de Sherlock qu'on connaissait pas forcément, c'est assez bien. Déjà, on peut voir une partie du palais mental, en vrai, en direct, de Sherlock lorsqu'elle lui tire dessus, quelque chose qui sera encore plus exploité dans la saison 4, qui traite beaucoup du palais mental de Sherlock. Mais plus que ça, après toutes les révélations sur son personnage, Sherlock va lui apporter un soutien inespéré, et c'est assez intéressant. Il voit en elle quelqu'un qui apporte un soutien immense à son meilleur ami, alors que, vu sa personnalité, il aurait pu être jaloux. Il admet que John a besoin de Mary, quoi qu'il en coûte. C'est fou parce que, à ce moment-là, Sherlock intervient dans leur vie de couple, et c'est assez inattendu. Là où on ne l'attend pas, là où son évolution a quand même bien avancé, eh ben, il est là, il est sur un sentier qu'il n'a pas encore exploré, et c'est hyper intéressant et hyper pertinent pour le personnage. Il devient à ce moment-là encore plus humain et touchant, surtout avec John. Et nous allons finir rapidement avec la saison la plus mitigée, la 4e, dont tous les enjeux sont déjà mis en avant dans la 3e. L'importance du palais mental, le passé de Mary, et surtout la famille Holmes. La 3e saison rapproche encore plus Mycroft et Sherlock. On voit leurs parents, joués par les parents de Benedict d'ailleurs, et Mycroft apparaît déjà comme un personnage déterminant, surtout avec le meurtre que commet Sherlock. La saison 4 est le début de la fin. Comme un rituel, les tournages reprennent. Sherlock n'affronte nul autre que sa sœur, et les liens familiaux sont vraiment mis à mal. Mycroft et Sherlock se déchirent, et la saison nous offre beaucoup de flashbacks, surtout dans le dernier épisode. Et en fait, la série apporte vraiment quelque chose aux autres adaptations, car elle ne présente pas Mycroft comme le plus intelligent, Sherlock comme le plus arrogant. En fait, Sherlock, dans cette série, entre les trois, est en fait le plus humain, le plus touchant, et en fait, du coup, le plus mature. Et en ça, il paraît beaucoup plus intelligent que les autres. Et tout ça grâce à un homme. Évidemment, on revient à l'idée de base, le docteur John Watson. Et au final, après toutes ces saisons, ce qui reste génial avec cette série, autre que ses personnages, son rythme, son intelligence et son humour, dont le tout s'équilibre parfaitement, ce qui est génial donc, c'est que la série touche tout le monde. On la regarde en famille, entre amis, peut-être que certains regarderont l'enquête, d'autres regarderont pour les acteurs, les adolescents resteront admiratifs devant Sherlock, voulant faire de même, et les personnes les plus âgées retrouveront Sherlock Holmes, personnage adoré par beaucoup. Alors que beaucoup veulent une saison 5, après une saison 4 jugée à tort selon moi comme mauvaise, pourquoi une saison 5
À part qu'on en voudra toujours et encore plus. La saison 4, quoi qu'on en dise, est la dernière étape de l'histoire Sherlock et John. De leurs rencontres, leurs aventures, leurs amours, ils reviennent à Baker Street comme au premier jour. Et après tout ça, ils deviennent les mythes que nous connaissons. Comme dirait Mary, les voilà devenus des légendes. Dr. John Watson et Sherlock Holmes.